super. Alors, est-ce que vous voyez, en principe, vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. Parfait. Alors, c'était prévu que je vous fasse cancer du sein, mais là, j'arrive pas trop à le trouver. Donc, le temps que je le trouve, je vais vous le faire demain. Donc, je vais vous faire cancer de l'ovaire aujourd'hui. C'est un cours qui est important, donc j'aimerais bien que vous vous concentriez un minimum. Euh, alors, c'est quoi le cancer de l'ovaire? Donc, alors déjà, c'est par rapport au cancer du sein, c'est un cancer qui est moins fréquent, mais qui est quand même, mais qu'on retrouve quand même. Donc, il est important de savoir faire le diagnostic et savoir orienter les patientes si vous êtes généraliste ou prendre en charge cette pathologie si vous faites la spécialité de gynécologie obstétrique. Alors, ça, c'est voilà, ça c'est un exemple macroscopique d'une tumeur ovarienne suspecte. Alors, vous voyez là, on a un bourgeon. Ça c'est ce qu'on appelle un bourgeon suspect. Alors là, c'est encore une tumeur ovarienne. Ça, c'est des images qu'on a prises au CHU au niveau du CHU, l'unité Bellois, donc le service de gynécologie de Bellois. Voilà, c'était une tumeur suspecte à l'échographie. On a fait l'exérèse, donc ça, c'est l'aspect. Voilà. Là encore, vous avez l'aspect macroscopique avec des bourgeons. Voilà, c'est pas très joli à voir. Et généralement, macroscopiquement déjà, surtout quand c'est un stade avancé, on sait déjà, on devine quand même que c'est méchant, que c'est malin. Alors, les facteurs de risque. C'est quoi les facteurs de risque du cancer de l'ovaire? Donc, déjà, on a l'âge, parce qu'il y a une fréquence, il y a une tranche d'âge où c'est beaucoup plus fréquent. Il y a les antécédents familiaux. C'est toutes les patientes qui ont un antécédent de cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre, cancer du côlon. Donc, il y a des syndromes familiaux de cancer qui font qu'il va y avoir une augmentation du risque de cancer de l'ovaire. On a le mode de vie, l'alimentation à risque. On a les prédispositions héréditaires, c'est tout ce qui est mutation BRCA1 et BRCA2. Alors, cette mutation, vous allez l'entendre dans le cancer de l'ovaire et dans le cancer du sein. C'est une mutation génétique qui fait que les patientes qui sont porteuses de cette mutation vont être plus, on va dire, sujettes à des néoplasies, soit de l'ovaire, soit du sein. Après, à l'étranger, quand il y a quand il y a plusieurs personnes dans la famille, quand il y a des cas de cancer de l'ovaire, généralement, même un seul antécédent de cancer de l'ovaire dans la famille, on fait cette recherche de mutation. Je pense qu'il y a une personne. Ah, non. D'accord. Donc, on fait cette recherche de mutation génétique. Ensuite, on a les facteurs hormonaux. C'est quoi les facteurs hormonaux? C'est tout ce qui est... Alors, il faut vous rappeler, pour bien vous rappeler des facteurs hormonaux, il faut vous dire que plus il y a d'ovulation, plus la femme elle va avoir d'ovulation durant sa vie, plus le risque de faire un cancer de l'ovaire va augmenter. Donc, parce qu'il faut savoir qu'une nullipare. Pourquoi une nullipare? Parce qu'une nullipare, elle n'a pas fait de grossesse. Il faut savoir que pendant la grossesse, ça veut dire 9 mois, pendant 9 mois, c'est une patiente qui ne va pas ovuler. Donc, la grossesse, c'est un facteur protecteur du cancer de l'ovaire. Donc, les patientes qui sont nullipares, c'est un facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'elle est nullipare, vu qu'elle n'a pas fait de grossesse, donc elle va ovuler durant toute sa vie. On a la puberté précoce, parce que c'est logique, une patiente qui fait une puberté précoce, elle va avoir plus d'ovulation. La ménopause tardive, après les traitements hormonosubstitutifs, il y a des études discordantes, mais ça va plus en faveur ça peut être un facteur de risque. L'OPK, l'endométriose, bon, l'endométriose plus ou moins, c'est beaucoup plus l'OPK. On a aussi les traitements de la stérilité, tout ce qui est traitement inducteur. Parce que les traitements inducteurs, quand on donne un traitement inducteur, ça veut dire que généralement, c'est des patients qu'on va induire plusieurs ovulations parfois en même temps. Surtout quand c'est dans le cadre de la PMA. Et ça peut être un facteur de risque de cancer de l'ovaire. Ensuite, on a tout ce qui est risques environnementaux, alimentation riche en graisse, excès de... tout ce qui est tabac, excès de graisse, etc. Ensuite, on a les facteurs de risque protecteurs. Donc, logiquement, ce qui fait que la femme ne va pas beaucoup ovuler va donc plus protéger cette patiente. C'est quoi ces facteurs de risque?
On a la grossesse, l'allaitement. Pourquoi l'allaitement? Parce que l'allaitement, il y a une augmentation de la prolactine. La prolactine va bloquer l'axe et généralement, il y a une anovulation. Je pense qu'on en a déjà, vous en avez déjà entendu parler dans les aménorrhées, tout ce qui est contraception, etc. Vous connaissez, vous savez que l'augmentation de la prolactine, ça fait qu'il y a une anovulation. Donc, comme je vous ai expliqué, dès qu'il y a une diminution de l'ovulation, on a une diminution du risque de cancer de l'ovaire. Après, il y a aussi une théorie, parce qu'il faut savoir que le cancer de l'ovaire, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui parle de l'ovulation, il y a aussi une théorie qui dit que une partie des cancers de l'ovaire viennent en fait des trompes. Parce qu'il faut savoir qu'anatomiquement, ils sont très contigus. Et c'est pas évident, surtout dans les cancers avancés, c'est pas évident de faire la part des choses. Est-ce que l'origine, elle est ovarienne ou tubaire? Donc, ils ont remarqué que quand ils enlèvent les trompes chez les patientes qui n'ont plus de trompes, chez qui on a fait une sapingectomie, il y a une diminution de l'incidence du cancer de l'ovaire. Mais le facteur principal que vous devez mémoriser, c'est tout ce qui diminue l'ovulation. Voilà, inducteur de l'ovulation, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, l'inducteur de l'ovulation fait que la femme va ovuler plus. Et donc, généralement, d'ailleurs, le clomide, on a une limite de 6 cycles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas induire la patiente plus de 6 fois. C'est pour ça que les patientes qui consultent pour infertilité, généralement, on ne les induit pas tout de suite. On commence d'abord par leur faire prendre un bon régime hygiéno-diététique, leur faire avoir un bon poids avant de commencer à donner à ces patientes un traitement pour qu'elles ovulent. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre limite de mois durant lesquels on va donner ce traitement. Sinon, on va induire une augmentation du risque de cancer de l'ovaire. Alors, l'étude anatomopathologique. Donc, déjà, comment elle se fait l'étude anatomopathologique? Soit c'est par biopsie, comme c'est une carcinose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs implants dans le péritoine. C'est-à-dire qu'il y a un cancer de l'ovaire qui est vraiment tellement avancé qu'il y a plusieurs implants dans le péritoine. Après, on peut faire une biopsie de ces implants ou alors une annexectomie en portant la tumeur ovarienne. Donc, on envoie notre annexectomie pour une étude anatomopathologique. Ils vont nous dire c'est quoi comme type. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type? Il faut savoir que 90% des tumeurs de l'ovaire sont des tumeurs épithéliales. Après, qu'est-ce qu'il y a comme type de tumeur épithéliale? On a les adénocarcinomes séreux, on a les adénocarcinomes mucineux. Après, il y a d'autres types. Il y a le type endométrioïde qui sont d'ailleurs hormonosensibles. Il y a plein d'autres types. On a les tumeurs germinales, etc. Mais il faut que vous vous rappeliez que 90% des des cancers de l'ovaire sont des tumeurs épithéliales. Donc, à savoir les adénocarcinomes séreux ou mucineux. Ensuite, voilà, les peu communs, c'est tout ce qui est endométrioïde, adénocarcinoma cellulaire, tumeur de la granulosa, tumeur germinale ou métastase. Métastase, c'est quoi? C'est le syndrome de Krukenberg. C'est quoi le syndrome de Krukenberg? C'est quand on a une tumeur primitive, soit digestive, soit du sein. C'est-à-dire que le cancer primitif, il n'est pas sur l'ovaire, mais qui a métastasé vers l'ovaire. C'est ce qu'on appelle un Krukenberg. Et bon, ça a fait l'objet d'une question durant l'examen du groupe précédent. Donc, c'est quoi le Krukenberg? C'est quand on a un cancer. C'est pour ça que quand on a un cancer de l'ovaire, surtout quand c'est bilatéral, il faut toujours avoir le réflexe de demander une mammographie et de faire parfois une exploration digestive, à savoir une fibroscopie et une colonoscopie, une rectocolonoscopie. Pourquoi? Parce que parfois, c'est une tumeur de l'ovaire, c'est un cancer de l'ovaire, mais en fait, c'est une métastase du cancer de l'ovaire. Donc, il faut toujours avoir le réflexe d'aller chercher est-ce qu'il n'y a pas un primitif ailleurs devant un cancer de l'ovaire. Le diagnostic, alors il faut savoir que le cancer de l'ovaire, la symptomatologie, le début en tout cas, elle est très très pauvre. D'ailleurs, généralement, quand le diagnostic se fait, c'est souvent, très très souvent, malheureusement, à un stade très tardif. Pourquoi? Parce que quand il y a un début de symptomatologie, à savoir les douleurs pelviennes, l'augmentation du volume, c'est-à-dire qu'il y a une acide, quand il y a le début de la symptomatologie, généralement, ça veut dire que le cancer de l'ovaire, il est déjà à un stade avancé. Et donc, de mauvais pronostics. Donc, quand c'est le tout début du cancer, il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est un cancer d'assez mauvais pronostic à cause de ça, parce que souvent, le diagnostic, on le fait assez tard.
Voilà, donc les signes fonctionnels, ils sont vagues, pas très spécifiques. Alors, il y a beaucoup de patientes qui suivent pour des colopathies, elles ont l'impression que c'est des colopathies, mais en fait, pas du tout. C'est un cancer de l'ovaire qui a évolué, qui a commencé à faire une carcinose. C'est après qu'on va diagnostiquer. Donc, ça peut être des troubles intestinaux mineurs, une sensation de douleur pelvienne, de pesanteur, de brûlure, une augmentation du volume de l'abdomen, ça c'est la carcinose avec l'acide. Voilà, avec la recherche du signe du glaçon. Une augmentation, donc des métrorragies parfois. Métrorragie, ça veut dire que c'est un cancer de l'ovaire soit c'est un cancer de l'ovaire sécrétant, ça existe, c'est très rare mais ça existe, soit c'est un cancer de l'ovaire qui atteint l'utérus, qui envahit l'utérus et qui donne des métrorragies. Le corée, hydrorée, c'est surtout les cancers de la trompe, hein, mais ça peut donner trouble du transit. Après, il y a aussi la symptomatologie urinaire, c'est quand on a une grosse masse ovarienne qui comprime la vessie. Donc là, on va avoir des pollakiuries, des signes urinaires. On peut avoir une grosse masse ovarienne qui comprime en arrière le rectum. Là, on va avoir une constipation, des ténesmes. On peut avoir, lorsqu'il y a un envahissement local, on peut avoir même des thromboses. Donc la symptomatologie, elle est très riche, elle est assez vague. Et généralement, quand il y a une symptomatologie, c'est déjà un stade avancé. Donc voilà, ça c'est un point important de ce cours. Les signes physiques, donc déjà on va examiner l'abdomen, chercher une ascite, donc c'est le signe du glaçon, chercher une masse latéro-utérine, donc on va faire un examen sous spéculum systématique. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire, chez toute patiente, il faut penser à faire tout ce qui est dépistage, le frottis et la mammographie, donc ça je vous le répéterai pas assez. Pourquoi? Parce que le généraliste, il a un rôle très important dans le dépistage. Alors, donc, l'examen sous spéculum. Après, il y a des masses ovariennes tellement avancées qu'il y a même une atteinte vaginale, voire du col ou du vagin ou des paramètres. Donc, ça, c'est les stades vraiment avancés. On va faire un toucher vaginal avec palpation de l'utérus et de la masse latéro-utérine. Et là, déjà, on va voir que c'est une masse qui est pas adhérente à l'utérus ou parfois c'est adhérent à l'utérus si c'est un stade avancé. On peut associer le toucher rectal lorsqu'on suspecte une invasion, donc une infiltration du rectum. Voilà. Après, généralement, c'est une masse pierreuse fixée, souvent fixée, avec des nodules de carcinose perçus et une acide. Après, il faut savoir aussi que chez la femme ménopausée, on n'est pas censé voir à l'échographie les ovaires. Donc, quand on fait une échographie d'une femme ménopausée, si on trouve des ovaires folliculaires, c'est suspect. Donc, déjà là, il ne faut pas être content de voir les ovaires chez une femme qui est ménopausée. Si on voit les ovaires à l'échographie chez une femme qui est ménopausée, ce n'est pas normal. Donc, tout ovaire de la femme ménopausée est anormalement perçu et pathologique. Alors, je pense qu'il y a des... Et il faut me dire quand il y a des... Voilà, il faut me dire parce que je vérifie pas systématiquement. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, on en a parlé, le diagnostic clinique, les signes physiques. Ensuite, le bilan paraclinique. Alors, aussi, examen clinique systématique. En plus de l'examen sous spéculum, le toucher vaginal, il faut systématiquement faire l'examen sénologique. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué, ça peut être un ovaire second métastatique. Ça veut dire que ça peut être une néoplasie du sein chez une patiente qui est suivie pour néo du sein, qui n'est pas suivie, qui fait un néo du sein, qui n'a pas été diagnostiquée avec des métastases ovariennes. Et on fait le diagnostic des métastases ovariennes avant de faire le diagnostic du néo du sein. Donc, systématiquement, il faut faire l'examen sénologique chez ces patientes. Et si elle a une masse ou s'il y a des facteurs de risque ou si elle a plus de 50 ans, on demande la mammographie systématiquement. Après, on passe au bilan paraclinique. Alors, le bilan paraclinique, déjà, on a en première intention, c'est l'échographie. On a déjà, quand vous dites échographie, systématiquement, il faut écrire échographie pelvienne, suspubienne et endovaginale, parce que généralement, on associe les deux, l'endovaginale et la suspubienne. L'endovaginale, ça nous permet d'avoir une bonne vision de l'utérus et des annexes. La suspubienne, elle nous permet de voir les nodules de carcinose.
de bien apprécier l'acide, etc. Avec le Doppler, il nous permet de voir la néovascularisation. Quand on a une néovascularisation, c'est clairement malin. Et là, on ne va pas se casser la tête. On sait que c'est suspect. On ne va pas faire de cellulio, par exemple, pour un kyste avec une masse bourgeonnante avec néovascularisation. On risque de disséminer. On va faire une laparotomie. On va s'assurer qu'on ne va pas disséminer. Les caractères échographiques du cancer de l'ovaire. Alors, ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être envoyer une patiente qui est suivie pour kyste pour faire une échographie, puis elle revient avec la radio. Et c'est important de faire la part des choses. Est-ce que c'est un kyste fonctionnel ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas l'air très gentil qu'il faudra explorer et faire, dont il faudra faire l'étude anatomopathologique? Donc, à l'échographie, les caractères qui évoquent une néoplasie, qu'est-ce qu'on a? La présence de végétation. Donc, généralement, on dit plus de 4 végétations, mais nous, systématiquement, quand il y a une végétation, il faut une étude anatopathologique, donc il faut opérer. Un diamètre qui est supérieur à 10 cm. Oui, il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un accepté. D'accord. Bah, j'ai personne. Hein. Ah. Donc, on disait, le bilan paraclinique, donc on est en train de parler de l'échographie, donc je vous ai dit, présence de végétation, le diamètre plus de 10 cm, une composante solide, donc une image solido-kystique ou solide, le caractère multiloculaire, la paroi épaisse, présence d'une acide, alors présence de l'acide et d'une carcinose, là c'est bon, on est sûr à 100% que c'est malin. La vascularisation, donc le Doppler, l'étude Doppler, le caractère bilatéral, ça veut dire que c'est probablement métastatique. Voilà, ça c'est grosso modo les principaux facteurs qui vont, les principaux caractéristiques qui vont faire qu'on va suspecter un cancer de l'ovaire à l'échographie. Donc là, je vous ai fait quelques images échographiques. Donc comme vous voyez là, donc on a une image anéchogène avec une cloison épaisse et une composante solide. Donc là, idéalement, on met notre Doppler ici, sur la composante solide, pour voir est-ce qu'il y a une néovascularisation. Si on a une néovascularisation, là, ça n'aura pas l'air très gentil. Alors là aussi, ça n'a pas du tout l'air gentil. Comme vous voyez, il y a une partie solide, il y a une partie kystique. Voilà, là aussi, on a une végétation. Donc, on a une image... Voilà, donc on a une image avec la présence d'une végétation et une partie solide. Donc là, toujours, il faut toujours penser à mettre le Doppler pour voir s'il y a une néovascularisation. Donc, on a dit l'examen clinique, l'échographie, endo et suspubienne. Ensuite, on fait les bilans paracliniques. Alors, le bilan paraclinique, c'est quoi? C'est les marqueurs, surtout les marqueurs biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme marqueurs biologiques? On a le CA125, les marqueurs spécifiques surtout de l'ovaire. Alors, en plus de ça, c'est pas présent sur le cours, c'est tout récent. Il y a le HE4, ça s'appelle le HE4. Donc, il y a le CA125 et le HE4 qui sont beaucoup plus spécifiques de l'ovaire. Bon, après le CA125, il est moins que le HE4. Le HE4, c'est un nouveau marqueur. Il n'est pas utilisé spécifiquement, il n'est pas encore utilisé en Algérie, mais on l'utilise dans le diagnostic du cancer de l'ovaire ailleurs. Donc, quand on demande les marqueurs tumoraux, on demande le CA125 plus ou moins à l'HE4. Donc, ça va de côté. Ensuite, on a le CA199. Le CA199, quand ça augmente, généralement, ça nous oriente soit vers une tumeur mucineuse, soit vers une étiologie. Donc, s'il est vraiment augmenté, on peut penser à une origine digestive, une participation digestive. Ensuite, on a l'ACE, l'alpha-fétoprotéine. Bon, l'ACE, l'alpha-fétoprotéine et l'HCG, c'est surtout quand on suspecte une tumeur germinale. Donc, voilà. Donc, les marqueurs tumoraux.
Ensuite, le bilan paraclinique, qu'est-ce qu'on rajoute? Après, on a selon, si on suspecte une carcinose, c'est le scanner qui va nous indiquer tout ce qui est adénopathie et carcinose. Et l'IRM va nous donner plus de renseignements, surtout quand on suspecte quelque chose de malin, et puis pour voir voilà, c'est une sensibilité pour voir l'extension aux organes de voisinage. Si c'est une grosse tumeur qui a l'air en contact avec la vessie, par exemple, si à l'IRM on nous dit qu'elle infiltre la vessie, on ne va pas s'amuser à opérer une première fois, puis opérer une deuxième fois. Donc l'IRM, c'est important. Puis s'ils nous disent que ça infiltre le rectum, pareil, on va aller opérer d'un coup, on va enlever cette vessie, on va enlever cette tumeur d'un coup en monobloc. Donc ça va nous permettre d'améliorer la survie de la patiente et d'éviter à cette patiente-là d'être opérée 2-3 fois et donc de subir l'anesthésie générale 2-3 fois et la morbidité de l'anesthésie générale. Voilà. Donc la stadification de FIGO. Alors, la stadification de FIGO, je n'attends pas de vous que vous connaissiez tout le détail du détail, mais il faut savoir au moins le stade 1, c'est une tumeur limitée aux ovaires. Le stade 2, il y a une extension pelvienne. Le stade 3, il y a une extension dehors du pelvis et les métastases. Stade 4, 4A, 4B. Donc, il y a un petit schéma à côté pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Voilà. Là, c'est un petit tableau pour différencier les caractéristiques échographiques d'une masse ovarienne. Est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? Donc, d'un côté, on a les caractéristiques d'une tumeur bénigne, d'un autre côté, on a les caractéristiques d'une tumeur maligne. Alors, la stélioscopie diagnostique. Alors, la stélioscopie diagnostique, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire une sorte de cartographie et un bilan initial de ce cancer de l'ovaire. Donc, si c'est juste une masse latéro-utérine, ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a une carcinose. Par exemple, s'il y a une carcinose, on ne va pas s'amuser à faire une laparotomie, donc à ouvrir notre patiente en LMSO, c'est une grande incision et la morbidité, elle augmente, le temps d'hospitalisation, il augmente. Là, s'il y a une carcinose diffuse, on sait que ça va certainement être une chimio première, que chirurgicalement, ça ne va pas être possible d'opérer d'emblée cette patiente. On va sûrement envoyer cette patiente pour une chirurgie première, une chimiothérapie première qui va diminuer cette carcinose, puis on va l'opérer. Donc là, on fait notre célioscopie, on voit que c'est un cancer étendu, on va juste faire des petites biopsies. Ça va nous permettre d'avoir le type anatomopathologique, ça va permettre à notre patiente donc, de commencer sa chimiothérapie, et puis elle n'aura pas eu de grosse chirurgie avant sa chimiothérapie. Donc, ça va améliorer vraiment, ça va quand même améliorer le pronostic. Et puis, la célioscopie, à quoi elle sert? Donc, ça, c'est dans le cas où il y a une carcinose étendue. On fait une biopsie. Après, s'il n'y a pas une carcinose étendue, on fait un bilan des lésions. C'est-à-dire, on va voir combien il y a de lésions, où est-ce qu'il y a des lésions. S'il y a des lésions, par exemple, s'il y a une grosse masse sur le rectum, on prévient la patiente, madame, c'est possible qu'on vous fasse des résections digestives. Donc, elle va se préparer psychologiquement à la stomie. S'il y a une invasion de la vessie, pareil. On va préparer la patiente à un bricaire, c'est une pelvectomie antérieure où on va enlever en monobloc la tumeur et la vessie. Donc, là aussi, la patiente, elle va se préparer psychologiquement à avoir une stomie et une néovessie. Donc, la célioscopie, donc, elle nous permet déjà de bien structurer notre prise en charge. Donc, si c'est une carcinose, on fait des biopsies, on l'envoie pour une chimiothérapie. Si c'est une patiente opérable, on fait notre bilan des lésions, on prévient la patiente sur quelle sera sa chirurgie. Et puis, on va faire une laparotomie, on va faire une annexectomie. Ensuite, on va faire une laparotomie. Et là, on va faire le geste chirurgical. S'il est possible de faire le geste chirurgical, on va faire le geste chirurgical complet. Et faire les résections qu'il faut, là où il faut. Et souvent, comme c'est un stade qui est souvent diagnostiqué tardivement, souvent, c'est un geste chirurgical qui est très lourd. Voilà, j'ai beaucoup parlé de la célioscopie. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. Là, c'est une image célioscopique normale. Vous ayez une idée de à quoi ressemble la célioscopie. Donc, on a l'image de l'utérus. Donc, l'utérus au milieu, les ovaires. Et puis, on a les trompes là, comme vous voyez. Et là, on a le ligament rond. Alors là, c'est pas une pizza, c'est une carcinose.
Donc, voilà, c'est pas très joli. On voit généralement des petites masses comme ça bourgeonnantes. Parfois, c'est des petites miliaires, c'est-à-dire c'est des petits grammes blancs sur tout le péritoine, pariétal ou viscéral, sur l'utérus, sur le côlon, sur le rectum, sur la paroi, enfin, la paroi digestive, pas à l'intérieur. Parfois, c'est des grosses masses. Et là, c'est un aspect macroscopique d'une carcinose. Le traitement. Alors, le traitement, comme je vous ai expliqué, quand c'est un stade qui est très avancé, c'est une chimiothérapie première. Et on utilise généralement des sels de platine et des taxanes. C'est 3 à 6 séances de chimiothérapie. Et souvent, parfois, on fait 3 séances. On fait une cellule pour voir est-ce qu'elle est opérable. Si c'est opérable après 3 séances, on opère. Parfois, on fait 6 séances d'emblée. Si à 3 séances, c'est toujours pas opérable, on finit les 6 séances. Il y a d'autres thérapeutiques, à part la chimiothérapie, c'est aussi nouveau. Il y a ce qu'on appelle les anti-angiogéniques. C'est le bevacizumab, ça s'appelle le bevacizumab, d'accord? Donc ça, vous allez trouver ça, tout ça dans le cours du KB, d'accord? Donc moi, je vous ai fait une présentation. C'est assez résumé, mais j'attends de vous quand même une petite recherche. Donc, c'est quoi les traitements en plus de la chimiothérapie? Donc, on a la chimiothérapie, c'est carboplatine, paclitaxel. On a donc les thérapies ciblées, les anti-angiogéniques qui ont un effet vraiment, un très très bon effet, surtout dans les cancers de l'ovaire qui sont avancés. C'est ce qu'on appelle le bevacizumab. Et on a les anti-PARP2. PARP2, c'est toujours une thérapie ciblée. C'est une thérapie ciblée pour les patientes qui ont une mutation BRCA1. Donc, nous, déjà, on ne fait pas, il y a un seul centre qui fait le dépistage des mutations génétiques. Et donc, vous imaginez bien qu'on n'a pas encore tous ces traitements. Tous ces traitements ne sont pas encore disponibles en Algérie, malheureusement. Donc là, c'est tout ce qui est traitement, chimiothérapie, thérapie ciblée. Ensuite, on a le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, il faut savoir que le but du traitement chirurgical, il y a ce qu'on appelle le R0. C'est quoi le R0? C'est quand on a une chirurgie, c'est ce qu'on appelle la cytoréduction complète. Bon, nous, on appelle ça débulking, mais bon, ça fait pas, je vais pas vous encombrer avec des mots difficiles. C'est une cytoréduction complète, ça veut dire que macroscopiquement, il faut qu'on enlève tout ce qu'on voit. Les petites miliaires, il faut les brûler, les petits nodules, il faut les enlever, il faut enlever tout ce qui nous a l'air d'être du cancer. Et ça améliore vraiment le fait d'arriver à enlever tout ce qui ressemble à du cancer, ça permet vraiment d'améliorer le pronostic. Et ça permet vraiment de gagner beaucoup en termes de qualité de vie. Bon, pas de qualité de vie, de survie. C'est-à-dire qu'au lieu de survivre quelques mois, elle va survivre 3 ou 4 ans. Donc, on va vraiment gagner beaucoup de temps en faisant une bonne chirurgie. On va vraiment tout enlever. Et là, il faut savoir que on n'hésite pas à enlever la vessie s'il le faut, le rectum, faire des résections anastomoses digestives. Il faut vraiment tout enlever. Le but principal, c'est d'enlever tout ce qui est néoplasique. Et idéalement, c'est de le faire avant la chimiothérapie parce qu'ils ont fait des études, ils ont remarqué que les patients qui font une chimiothérapie néoadjuvante, qui sont opérés après, elles ont un taux de survie qui est moins bon que les patients qui sont opérés d'emblée, même si la chirurgie d'emblée, elle est vraiment lourde. Voilà, donc le traitement chirurgical, c'est quoi le traitement chirurgical? C'est une hystérectomie complète, donc une hystérectomie totale, une annexectomie bilatérale, un curage pelvien, omentectomie. Omentectomie, c'est on enlève tout ce qui est, comment on appelle ça? C'est comme une portion de graisse sous le côlon et ça va jusqu'à sous c'est l'épiplan, voilà, jusqu'à sous l'estomac. Donc l'omentectomie, le curage pelvien, le curage lombo-aortique. C'est quoi le curage? C'est qu'on va enlever tous les ganglions. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui va beaucoup vers les ganglions. Donc on va enlever tous les ganglions pelviens, iliaques, externes, internes, primitifs, les ganglions para-aortiques, intera-aortiques au cave. Vraiment, il faut tout enlever. Et il faut faire des biopsies étagées
pour au moins stadifier notre, même s'il n'y a pas de lésion macroscopique sur le péritoine, on fait des biopsies étagées, on explore bien le diaphragme, le foie, est-ce qu'il y a des nodules sur le foie? Il faut vraiment bien explorer notre cavité. Et voilà, comme je vous ai dit, parfois résection digestive, parfois on enlève complètement le cul-de-sac, parfois on enlève complètement on fait une péritonectomie. Voilà. La chimiothérapie, je vous ai dit, c'est très sensible, surtout carboplatine, paclitaxel. C'est les deux molécules qu'on utilise le plus en chimiothérapie. Le pronostic, de quoi il dépend? Donc, il dépend du stade. Ça veut dire à quel stade ça a été diagnostiqué. Est-ce que c'est un stade évolué le plus souvent? Est-ce que c'est une carcinose? Est-ce qu'il y a des métastases générales, etc. Du grade. Quand c'est un grade 1, généralement, ça veut dire que c'est pas aussi méchant qu'un grade 3. Pourquoi? Parce qu'un grade 3, généralement, il y a un index mitotique qui est beaucoup plus élevé. Et puis, il y a des caractères, ils sont beaucoup plus, comment on dit? Ils sont beaucoup plus agressifs que les grades 1. Le type histologique, il y a des types histologiques qui sont plus chimiosensibles que d'autres, du résidu tumoral. Alors, le résidu tumoral, je le dis et je le redis, c'est le principal facteur pronostic en question de survie. Donc, un résidu tumoral doit être inférieur à 1 cm, c'est-à-dire qu'il faut tout enlever. Tout ce qui est macroscopiquement visible doit être enlevé. La survie à 5 ans, comme vous voyez, selon le stade, ça diminue. Les modalités de surveillance, c'est-à-dire après la chirurgie, après la chimiothérapie, la thérapie ciblée, etc. Il faut surveiller cette patiente. Si les CA125 et l'HE4 étaient initialement élevés, il faut le surveiller tous les 3 à 4 mois. Et là, généralement, quand on a une réascension, c'est-à-dire qu'il y a une récidive, après, il faut faire un examen clinique tous les 4 mois pendant 2 ans, tous les 6 mois pendant 3 ans, puis chaque année, avec surveillance des CA125. Après les examens paracliniques, il n'y a aucun examen paraclinique systématique, à part le marqueur tumoral CA125-HE4. Mais quand on a des signes évocateurs, comme une élévation des marqueurs tumoraux ou des douleurs pelviennes ou des métrorragies ou autres, là, on va aller demander un scanner. Scanner soit abdominopelvienne, soit thoraco-abdominopelvienne si on suspecte des métastases. Et voilà, comme vous voyez, c'est un petit cours, mais il est vraiment, vraiment condensé. Donc, quand même, j'attends de vous voilà, tout ce que je vous ai expliqué pendant le cours, j'espère que vous avez bien suivi. Après, si vous avez des questions, je suis là. Alors, la plus fréquente, pas forcément, non. On a aussi les tumeurs digestives qui sont aussi fréquentes. Le cancer du sein, il donne vers l'ovaire, mais il ne donne pas vers l'ovaire en premier. Il donne d'abord généralement vers, après ça dépend du type canalaire ou lobulaire, mais généralement il donne vers l'os, il donne vers le foie, les poumons, puis l'ovaire et le reste. Mais ça peut être un sein. C'est pour ça que systématiquement, quand on a une néoplasie de l'ovaire, on cherche est-ce qu'il n'y a pas un sein associé. Donc oui, la mammographie, elle est systématique, mais pas quel que soit l'âge, non. Si c'est une patiente de 35 ans, on ne va pas se demander une mammographie. L'examen sénologique normal, elle a 35 ans. On peut demander une échographie si on a envie d'être vraiment large, mais on ne va pas demander une mammographie chez une patiente qui est jeune. Parce qu'il faut savoir que c'est très, très rare, mais ça existe aussi chez les patients jeunes. Les métastases. Alors, si c'est un stade 4A, ça veut dire qu'il y a une invasion soit de la vessie, soit du rectum. Là, c'est une chirurgie qui va être plus invasive. Mais s'il y a des métastases, alors généralement, ça va être une chimiothérapie palliative. Parce que ça ne sert à rien de faire une chirurgie, parce que c'est une chirurgie qui va être vraiment lourde, très difficile à supporter pour la patiente. Et à quoi ça servirait s'il y a des localisations ailleurs, pulmonaires ou autres? Ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, généralement, quand il y a des métastases et que s'il y a beaucoup de métastases, on ne fait pas de chirurgie, ça va être une chimiothérapie. Et puis après, bien sûr, on va évaluer après la chimiothérapie. Oui, si l'échographie est évocatrice, même si les marqueurs tumoraux sont négatifs, il faut avoir une étude anatomopathologique. C'est systématique. Toute image suspecte de l'ovaire, il faut avoir une preuve anatomopathologique. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est important. Absence de l'ovulation, mais généralement, il y a plusieurs follicules.
Il y a plusieurs follicules et c'est des patientes qui vont souvent être traitées avec des inducteurs. Parce que s'il y a absence d'ovulation, généralement, c'est des patientes qui vont consulter pour infertilité. On va leur donner des inducteurs de l'ovulation. Et quand on va leur donner des inducteurs de l'ovulation, ça va les pousser à ovuler plus que les autres patientes. Les marqueurs tumoraux en première intention, généralement, comme je vous ai dit, c'est le CA125, l'HE4, le CA199, la CE. Ensuite, si on suspecte une tumeur germinale, là, on va donner l'alpha-fétoprotéine et parfois même le bêta-HCG, parce qu'il y a des tumeurs de l'ovaire qui sécrètent des bêta-HCG. Donc, ça dépend. Il y a les principaux et il y a ceux qui vont être orientés par notre suspicion. Oula. Alors, la celluloscopie, oui, elle est systématique. Elle est systématique parce que, comme je vous ai dit, ça va vraiment orienter notre prise en charge. Si c'est juste l'ovaire qui est atteint, en principe, on peut même faire une étude extemporanée. Nous, malheureusement, ça n'existe pas, mais en principe, on fait une étude extemporanée. Ah, c'est un cancer de l'ovaire, en un seul coup, d'un coup, on va faire le geste complet et la patiente, en une seule opération, elle aura eu son geste complet. Mais si on a une carcinose, la celluloscopie, ça va nous permettre de faire le diagnostic ou le bilan, de faire le bilan. Est-ce que c'est vraiment une carcinose opérable ou c'est pas opérable? Donc la celluloscopie, oui, elle est systématique, elle est importante. Oligoasténospermie. Alors, s'il vous plaît, là, ça n'a rien à voir avec le cours de cancer de l'ovaire. Oligoasténospermie, vous cherchez l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Il faut refaire le spermogramme après 3 mois. Il faut donner tout ce qui est vitamine à ce monsieur. Donc, il faut enlever tout ce qui est prise de toxiques, etc., une bonne alimentation. Refaire le spermogramme après 3 mois. S'il y a toujours une oligoasténospermie après, est-ce que c'est une oligoasténospermie légère, modérée ou sévère? Si c'est sévère, on va aller chercher, on va peut-être faire un karyotype, chercher pourquoi est-ce que c'est sévère. On peut même aller vers des biopsies testiculaires. Là, c'est surspécialisé. Je préfère ne pas vous encombrer avec tous ces détails. L'oligoasténospermie, ça ne fait pas partie de votre... Vous devez savoir grosso modo ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les détails du traitement. Le plus souvent, comme je vous ai dit, généralement, c'est un diagnostic tardif. Donc, soit c'est une symptomatologie douloureuse, augmentation du volume abdominal, pesanteur, ou parfois découverte fortuite. C'est une patiente qui va venir pour son suivi gynécologique. C'est pour ça que c'est important que les femmes aient un suivi gynécologique annuel. Même s'il n'y a rien du tout, c'est bien de faire leur frottis de dépistage, mammographie, un suivi gynécologique avec examen clinique, examen sénologique et gynécologique annuel. Ça va permettre donc de dépister ces patients. Mais il n'y a pas d'outil de dépistage trouvé comme le cancer du col ou le cancer du sein. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé un bon outil de dépistage du cancer de l'ovaire. Alors, prophylaxie, s'il y a une mutation du facteur génétique BRCA1, BRCA2 chez certaines, donc oui, il y en a qui préconisent une annexectomie prophylactique après 40 ans chez les patientes qui sont porteuses de ce gène-là. Oui. Et parfois, on a une surveillance qui va être plus rapprochée quand on a un antécédent de cancer de l'ovaire dans la famille, etc. Donc oui, il y a une prophylaxie, il y a une surveillance qui va être plus étroite pour ces patientes-là. Et quand on a diagnostiqué une mutation du gène BRCA1, surtout BRCA2, là, on peut faire une annexectomie prophylactique bilatérale. Ou on continue. Alors là, je n'ai pas compris. Où on continue l'exploration biologique. Je n'ai pas bien compris la question. Alors, le traitement, idéalement, le traitement chirurgical. Alors, idéalement, c'est comme je vous ai expliqué, c'est le R0, c'est-à-dire on va enlever tout ce qui est macroscopiquement suspect. On enlève toute la tumeur, on enlève toutes les masses associées, tous les nodules de carcinose. Il faut tout enlever, même si c'est sur le tube digestif, il faut tout enlever. Et donc, il faut avoir un R0, 0 cm de néoplasie. Et donc, ça, c'est le traitement idéal. Bien sûr, c'est suivi, ça va être suivi d'une chimiothérapie et donc d'un bon protocole de chimiothérapie après.
Mais l'idéal, c'est ça, c'est le traitement chirurgical radical d'emblée. Après, les traitements complémentaires, comme je vous expliquais, c'est la chimiothérapie, c'est le carboplatine paclitaxel, c'est les deux molécules qui sont les plus souvent utilisées. 6 séances de chimiothérapie, généralement une séance toutes les 3 semaines. Et il y a les autres traitements, c'est les anti-angiogéniques et les inhibiteurs de la PARP. C'est ce que je vous dis, ça, vous allez le trouver dans le KB. Voilà, c'est bien pour vous. Pourquoi? Parce que si vous avez l'intention, par exemple, de passer un examen à l'étranger, c'est des notions qu'il faut connaître quand même. Même si on les utilise pas, on l'utilise pas chez nous, c'est des notions qu'il faut connaître. Alors, hormonodépendance, ça dépend du type histologique. Alors, c'est un cancer qui, alors je l'ai expliqué au groupe précédent, c'est un cancer, en fait, vous allez voir que les facteurs de risque, c'est presque les mêmes que le cancer du sein. C'est ménage précoce, ménopause tardive. Donc voilà, l'environnement hormonal, il est important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous délimiter est-ce que c'est une patiente qui a beaucoup ovulé ou pas. Et plus elle aura ovulé, comme je vous ai expliqué, plus elle aura de risque de développer un cancer de l'ovaire. Après, il y a des types histologiques hormonodépendants avec récepteurs hormonaux positifs et il y a des types histologiques sans récepteurs hormonaux positifs. Voilà. Mais c'est pas comme le cancer du sein où on a la majorité du temps, on a des récepteurs hormonaux positifs. D'ailleurs, dans le traitement, on a le traitement hormonal. Tout ce qui est, on va voir ça dans le cancer du sein. Le cancer de l'ovaire, généralement, il n'y a pas de récepteurs positifs. Il y a certains types qui ont des récepteurs positifs, mais il faut savoir que l'environnement hormonal, il est important parce que tout ce qui est nullipare, pas de grossesse, ménarche précoce, ménopause tardive, tout ça, ça a un impact sur l'ovulation et donc ça augmente le risque de faire un cancer de l'ovaire. Le bilan d'extension, alors comment ça à distance? Alors bilan d'extension, une fois qu'on a fait, on a une image échographique suspecte, on peut demander une IRM pour s'assurer que c'est vraiment suspect, etc. Mais si on est certain que c'est suspect, là on demande une IRM et un TAP. Un scanner thoraco-abdominopelvien pour chercher des localisations pulmonaires, peut-être même osseuses. Après, c'est très, très rare. C'est très, très rare. Mais voilà, c'est le scanner et l'IRM et ça se fait en pré-thérapeutique. Donc, pas à distance, non, pas à distance. Ça doit se faire en pré-thérapeutique. Parce que comme je vous ai expliqué, si on a des métastases à distance, beaucoup de métastases à distance, on ne va pas s'amuser à opérer, à lui faire une chirurgie lourde, à lui enlever son rectum, sa vessie, alors qu'il y a des métastases à distance. Donc, c'est important de savoir c'est quoi, est-ce qu'il y a des métastases à distance ou pas. Donc, c'est important de faire le scanner avant le geste chirurgical. Traitement de l'OPK. Alors, ça, c'est pas une question qui rentre avec ce cours. Donc, le traitement de... Bon, je vais vous répondre, mais ça ne fait pas partie de vos prérogatives. Vous devez savoir ce que c'est que l'OPK. Mais dans le détail, vous devez savoir qu'il faut faire un régime hygiéno-diététique parce que l'OPK, souvent, il est associé à un syndrome métabolique, à une obésité, à un surpoids. Donc, avant de commencer le traitement, après, pourquoi cette patiente consulte? Est-ce qu'elle consulte parce qu'elle est gênée par l'hyperandrogénie et l'hirsutisme? Là, on va plus traiter cet hirsutisme. Est-ce que c'est une patiente qui consulte pour infertilité? Là, on va plus traiter cette infertilité. Et généralement, comme je vous ai expliqué, il y a un syndrome métabolique. Donc, il y a un régime hygiéno-diététique associé. Parfois même, il y a des gynécologues qui donnent de la metformine. C'est un antidiabétique oral pour aider ces patientes à perdre du poids. Après, s'il y a une infertilité, on donne des inducteurs de l'ovulation. Les inducteurs de l'ovulation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus de 6 cycles, ça devient cancérigène. En post-op, c'est une surveillance clinique, c'est-à-dire qu'on va examiner notre patiente, on va bien faire notre interrogatoire. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il n'y a pas de métrorragie? Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes digestifs, etc. On va examiner l'abdomen. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du volume abdominal? On va faire l'examen sous spéculum, examiner la tranche vaginale, parce qu'on aura enlevé l'utérus et le col, il n'y a plus de col. On va examiner notre tranche vaginale. Est-ce qu'il n'y a pas de métastase localisée? Et faire un toucher vaginal. Ensuite, après cet examen clinique,
En plus de cet examen clinique, on fait le CA125. Pourquoi? Parce que le CA125, s'il y a une ascension, même s'il n'y a pas encore de signe clinique, quand il y a une récidive, souvent, il y a une ascension du CA125 ou l'HE4 avant l'apparition de la symptomatologie. Donc, c'est deux surveillances, clinique et biologique. La radiologie, il n'y a pas de radiologie à donner, sauf si on a une ascension du CA125 HE4 ou une symptomatologie douloureuse, à savoir voilà, douleur pelvienne, métrorragie ou autre. La tranche d'âge la plus touchée, je pense que j'en ai parlé. Voilà, en moyenne. Je pense que j'en ai parlé dans le truc. Je pense que c'est 65 ans en moyenne. C'est ça. Généralement 3 mois. Après, on surveille. 3 mois après. Après, soit c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, selon le rythme des consultations. Je vous en prie. Je vous en prie. Je pense que vous n'avez plus de questions. Alors, est-ce que c'est un cancer hormonodépendant? C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question. Je pense que vous n'étiez pas présent lors de la première réponse. Vous expliquez. Histologiquement, la majorité des cancers n'ont pas de récepteurs hormonaux positifs. Il y a quelques types qui ont des récepteurs hormonaux positifs, mais l'environnement hormonal, il est important de par le nombre d'ovulations. Alors ça, je pense que je l'ai dit 20 fois. Il faut le retenir, mais voilà. Deuxième cancer le plus fréquent, non. Non, c'est pas le deuxième cancer le plus fréquent. Le cancer, en fait, ça dépend. Parce qu'il y a les pays en voie de développement, il y a les pays développés, et selon chaque pays, il y a un facteur qui est plus fréquent que l'autre. Par exemple, les pays en voie de développement, le cancer du col, il est encore très, très fréquent. Alors que dans les pays développés, non. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne fait pas de dépistage par frottis. Donc, c'est vraiment dire que c'est le deuxième cancer féminin le plus fréquent, non. On a le cancer du col qui est encore très, 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 très fréquent. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'un frottis, ça nous permet de dépister les lésions précancéreuses et traiter ces lésions précancéreuses et d'éviter le cancer de l'ovaire. Donc, il faut sensibiliser toutes les parentes que vous avez, vos mamans, vos sœurs, vos tantes, etc., à faire le frottis. Vous avez d'autres questions? Donc, grosso modo, il faut vous rappeler des facteurs de risque, du diagnostic, les signes cliniques, l'importance de la célioscopie, le traitement. Bon, tout est à retenir, mais voilà, il y a des points clés dont il faut vous rappeler qui sont tombables. D'accord? Après, si vous avez d'autres questions plus tard, vous pouvez me les poser après, même sur un autre, oui, même sur un autre cours. Oui, le cancer de l'ovaire, il est par rapport au cancer du sein, par exemple, c'est un cancer de mauvais pronostic. Je vous ai expliqué pourquoi. Globalement, c'est un cancer de mauvais pronostic parce que globalement, le diagnostic est fait tardivement. Voilà pourquoi. Merci à vous aussi. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, sincèrement,
je vais voir avec, je pense qu'elle ne pourra pas vous faire, le professeur Straoui ne pourra pas assurer tous les cours. Donc, si elle peut l'assurer, ça m'étonnerait, elle va le faire. Sinon, je vais vous faire, les cours l'après-midi. Alors, demain, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Alors, en principe, je vous aurais fait... Alors, je vais vérifier le programme. Parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Alors, dimanche, lundi. Alors oui, demain, on avait prévu de faire cancer du col, cancer de l'endomètre. Alors, je vais probablement vous faire cancer du col, cancer de l'endomètre. Je vais probablement vous faire un seul. On a un programme qui est très chargé demain au bac, donc probablement je vais vous faire un cours l'après-midi. Après, la bonne nouvelle, c'est que le cours chimiothérapie, thérapie ciblée et thérapie innovante dans les cancers gynéco-mammaires, ça va être probablement un cours qui ne va pas être fait vu que le professeur Straoui ne pourra pas l'assurer. Donc, ça vous fait un cours en moins. Et donc, le mercredi, je pourrais vous assurer les cours qu'on aura eu en retard. Donc, demain, je vais vous faire le soir cancer du col. Je vous en prie. Merci, monsieur. De toute façon, même si vous avez de l'ovaire, vous pourrez passer à 18 ans. Vous pouvez poser dans les autres cours. Voilà. Et même si vous... Parce qu'il faut commencer à vous remarquer le premier groupe, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas prêts à... Ils n'arrivaient pas, ils ne sont pas arrivés à bien lire les QCM. Et ça a fait qu'il y a eu beaucoup de mauvais résultats. Donc, j'aimerais bien que vous commenciez à vous entraîner un petit peu avec les QCM pour connaître au moins la façon de réfléchir et vous entraîner à... Non, ça fait du QCM. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Ça dépendra du résultat parce que eux, ils ont eu... on a été vraiment, vraiment trop large. Donc, je ne vous promets pas que ça va être d'emblée, dès maintenant, avec le système de QCM. Voilà. Alors, vous l'avez pas, parce qu'il me semble que l'ancien groupe, ils avaient tous les drives, tous mes cours sur Drive. Donc, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas. Je vais parler avec votre délégué. Si vous ne les avez pas, je vous les envoie. On se dit donc bonne soirée, bon courage.